Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC, émission au cours de laquelle nous allons décrypter 3 sujets d'actualité, à savoir le plaidoyer des confessions religieuses du pays devant la présidente de l'Assemblée nationale pour le réajustement du budget 2020. Ensuite, nous parlerons en deuxième lieu de l'entretien qu'a eu à New York le docteur Denis Mukwege avec son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour finir, nous reviendrons sur le discours du président de la République devant la tribune des Nations Unies à New York. Pour en débattre, nous avons 2 invités ce matin sur le plateau. Nous avons monsieur Ben Chanal, qui est président de la jeunesse du FCIR, et ensuite nous avons monsieur Pius Romain Roland, qui est journaliste indépendant. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Voilà. Je ne suis pas journaliste indépendant. Vous êtes? Je suis éditeur du journal La Base de Patriotique. Ok, ça va. Je parais une fois la semaine. Oui, oui. En couleur. C'est Oui. ça, le journal. Je suis éditeur, je ne suis pas indépendant. Je ne suis plus indépendant. Ah, vous n'êtes plus indépendant. Vous Après avez que notre je qualité sois- maintenant. oui, après que je sois rédacteur adjoint au quotidien L'Avenir, Oui. à la RTGA, j'ai œuvré pendant un bout de temps en tant qu'indépendant. Hmm. Mais depuis, ça fait le 5e numéro aujourd'hui, le 30, que je suis éditeur du journal La Base de Journal que Patriotique. vous verrez tout à l'heure dans le journal, dans la revue de presse de APIC Télévision. Merci Voilà, beaucoup. donc vous gardez la parole pour cette première question. Les confessions religieuses ont plaidé jeudi 26 septembre devant la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, ont plaidé pour le réajustement, pour que le budget de la RDC soit doté de, disons, pour que la RDC soit dotée d'un budget de plus de 10 milliards de dollars. Alors, quelles sont selon vous les pistes ou moyens par lesquels cela peut se faire? Bon, je pense que les confessions religieuses ont raté la cible. L'Assemblée nationale n'élabore pas le budget. C'est le gouvernement. Bon, il y a plusieurs acteurs qui participent à l'élaboration du budget. Il y a les entreprises, il y a le ministère, il y a les services de l'État. Et c'est tous ces services-là qui prévoient leur enveloppe budgétaire, c'est-à-dire l'argent avec lequel ils vont fonctionner pendant les 5 ans à venir ou pendant une année. C'est comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas à l'Assemblée nationale. Il est vrai que l'Assemblée nationale essaie de réajuster. Par exemple, il peut y avoir dans un secteur où il y a plus d'argent et qu'un autre secteur n'a pas d'argent, on peut faire la compensation. C'est par exemple ce qui s'était passé dans les différents budgets lorsqu'on constate que la primature est budgétivore. On ponctionne une partie d'argent, par exemple dans ce que Mouzito élaboré pour l'argent d'acheter les rideaux, les accessoires. On a pris cet argent, on a essayé de faire la compensation ailleurs. Il ne revient pas, en tout cas à l'Assemblée nationale, de faire ce que les confessions lui ont demandé. Et puis, avoir un budget de 10 milliards. En fait, le budget, c'est une prévision. Ce n'est pas l'argent qui est disponibilisé quelque part. Et encore beaucoup plus, notre économie, c'est une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. On ne produit presque pas. Hein? La plupart de notre budget, recette, provient de régies financières, de la fiscalité. Donc, c'est la possibilité que les régies financières peuvent disposer d'avoir de l'argent sur le marché. Peut-être on peut les assigner, les assignations d'autant par rapport aux besoins de la population. Bon, même si nous sommes dotés d'un budget de 10 milliards, il faut se le dire que le Congo n'a jamais atteint 100% d'exécution de son budget. Justement, puisque vous dites qu'elles ont raté leur cible, que ce n'était pas à l'Assemblée nationale qu'elle devait s'adresser. Donc, on se dit déjà que de ce côté-là, il y a eu, comme quand on dit, quand il y a des fausses prémices, les conclusions qui doivent venir, Justement, elles seront fausses. Alors, vous pensez, Monsieur Chanal, comme vient de le dire Monsieur Pius Romain, qu'elles ont raté leur cible? Monsieur Pius Romain est totalement à côté de la plaque.
il est à côté de la plaque parce que les confessions religieuses ont rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, autorité budgétaire. Parce que quand on vient avec le projet de budget, on propose à l'Assemblée nationale pour approuver que voilà, nous voulons travailler pendant cette année ici avec des montants qui viendront de telle régie, de telle régie, de telle régie, comme cela. Et l'Assemblée nationale étant la représentation du peuple, va voir que non, nous avons la possibilité d'engranger plus que ce que vous nous proposez ici. Allez refaire encore, parce qu'on peut encore renvoyer ces budgets pour qu'on puisse réharmoniser cela, réévaluer encore. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, pourquoi d'abord les confessions religieuses? Justement, pourquoi les confessions religieuses? Aujourd'hui, les gens qui vivent le quotidien des difficultés, de la souffrance du peuple, plus que les responsables de confessions religieuses, il n'y en a pas. Comment cela? Mais parce qu'eux côtoient les fidèles presque chaque jour. Vous voyez? Ils ont les plaintes des fidèles chaque jour. Essayez d'être pasteur dans une église à Idiofa, essayez d'être pasteur dans une église, d'être monsieur l'abbé dans une paroisse à Mbanzalemba, à Livoulou, pour comprendre comment la misère a gangréné les populations. Et le gouvernement, qui devait être une source d'espoir pour le peuple, revient encore avec les mêmes sommes maudiques qui n'ont toujours rien fait, qui seront engloutis par les dépenses budgétivores des institutions, et le peuple ne comprendra que nous sommes toujours dans la continuité. C'est pour cela, cette fois-ci, les confessions religieuses, comprenant la misère de la population, ont voulu interpeller la présidente de l'Assemblée nationale. Que cette fois-ci, sur base de quoi elles ont fait ce calcul-là pour savoir qu'avec au plus ou moins 10 milliards, ça ira. Moussa Lobambi a parlé dans ce pays ici, après enquête, qu'il y a 15 milliards qui se volatilisent chaque année. C'est sur base de ça même que Ensemble pour le changement avait proposé un budget de 20 milliards par an, avec 100 milliards pour 5 ans. C'est parce que, avec Ensemble pour le changement, nous disions que aujourd'hui, au pouvoir, tous les trous qui font que l'argent soit évaporé du pays seront bouchés. Avec le simple leadership de la rupture seulement. Quand vous avez un leadership de rupture, on dit, niet, tout ce qui s'est passé avant là, stop, fini. Mais comme aujourd'hui, on ne veut pas fouiner le passé. Donc cela veut dire tout simplement que ceux qui prenaient 15 milliards, qu'ils continuent à prendre les 15 milliards, et avec les 5 milliards, plus 2 milliards qu'on va grignoter ça et là, qu'on continue le chemin. Vous voyez? Alors, s'il y a du sérieux dans ce qu'on veut faire. Vous pensez qu'on peut... Je ne sais pas si vous aurez à redire sur ce que M. Chanal vient de dire, mais vous pensez qu'il est possible d'atteindre ces 10 milliards, M. Pius? Je vais faire d'abord une mise au point. Voilà. Chanel, j'ai 15 ans comme journaliste et parlementaire. Je connais bien cette maison. L'Assemblée nationale n'élabore pas les budgets. Certes, c'est une autorité budgétaire. Voilà la chaîne d'élaboration des budgets. Ça provient des services et ça va jusqu'au ministère du budget. Et le ministère du budget, qui a cette capacité de faire les condensés, amène au gouvernement. Et c'est le Premier ministre qui va les déposer à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale a pour rôle d'examiner, d'adopter et de voter les budgets. Certes, elle a la capacité de réajuster les budgets par rapport à sa commission ECOFIN. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale d'élaborer les budgets, puisqu'il y a même une rubrique qui appartient à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale amène ses besoins au ministère du budget et d'autres services connexes. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Lorsque vous dites que Ensemble pour le changement, votre plateforme, a vous proposé une enveloppe de 20 milliards par jour, c'est bon bien de parler, ce sont des chapelets d'intention. Mais la réalité sur terrain, le budget n'est qu'une prévision. Ce n'est pas l'argent qui se trouve dans une caisse. C'est une prévision. Même ceux qui vont au-delà de 20 milliards ne les atteignent pas.
C'est comme vous êtes à la maison, vous dites, bon, pour ce mois, il faudrait que j'ai une prévision de $1000. Mais en réalité, vous limitez, par exemple, à $500. Justement, quand on fait des prévisions, je voudrais savoir, comme dans ce cas ici, précis des 10 milliards, oui, on dit c'est possible, ça peut se faire, mais comment peut-on générer ces revenus pour atteindre cette enveloppe? Je vous ai dit, nous avons une économie extravertie. On ne produit pas. Notre économie est basée sur la fiscalité. Il n'y a que le régime financier, notamment DGDA, DGI, de Gérard. Ce sont ces régies financières qu'on assigne pour avoir de l'argent, de la fiscalité, de recettes, en sorte que le gouvernement puisse le dépenser. Ce n'est pas l'argent qui est mis quelque part, comme me fait entendre mon ami. Oui, certes, Louzolo a parlé que les 15 milliards se volatilisent. Mais vous savez qu'il y a des individus qui sont plus riches que l'État congolais, même l'État américain. Vous avez les entreprises comme Boeing, vous avez comme les entreprises ici. L'État même emprunte l'argent chez les Bolloré, par exemple. Oui, l'État emprunte de l'argent chez les individus. Il ne faudrait pas que nous allions dans les illusions ou vendre du vent au peuple congolais. Notre économie n'est pas si forte. Il est vrai que ce qu'on peut faire comme réajustement, c'est-à-dire la grande partie de l'enveloppe est tournée vers la rémunération. Plutôt qu'avoir les budgets d'investissement. C'est là où nous devons marteler. Oui, dire c'est bon, bien, il faut que nous ayons un budget de 10 milliards. Mais les assignations qu'on donne, en 2006 par exemple, j'étais au Parlement, en tant qu'assistant parlementaire, Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a fait, il y a eu 12 députés qui ont été mis en cause pour avoir minoré l'enveloppe prévisionnelle de la DGDI, de la DGDA, de DGDRAD. Par exemple, si la DGI pouvait amener 7 milliards de dollars dans l'enveloppe budgétaire, les groupes de ces députés-là sont allés marchander au niveau de la DGI pour que la DGI minore ces prévisions budgétaires, soit à 400 milliards, de sorte que les 300 milliards se partagent entre les individus. Là, on peut dénoncer. Mais mettez-vous en tête que, mon frère, l'élaboration du budget, ce n'est pas en fonction de ce que vous dites. Certes, l'Assemblée nationale, c'est une autorité budgétaire, c'est elle qui vote. Après le vote de l'Assemblée nationale, on amène maintenant la loi des finances sur le président de la République et le président de la République promulgue. Et il faudrait, pendant cette étape, le Premier ministre doit expliquer au gouvernement, à l'Assemblée nationale, pour qu'il ait le quitus que son budget passe. Mais... Oui, bon, oui, on reviendra là-dessus parce qu'il faudrait que quand même le temps de parole soit bien reparti. Mais monsieur Benchanal, tout à l'heure vous avez dit que la plateforme Ensemble pour le changement avait proposé même 20 milliards. Voilà, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je voudrais savoir quels étaient les moyens par lesquels on pouvait rassembler ce montant-là. Madame, d'abord je dis à mon aîné Pius, il a fait 15 ans. Oui, on va pas faire ce débat-là de c'est elle qui fait ça. Non, voilà. on doit aider notre population à comprendre. Voilà. La PIC, c'est une chaîne qui a une vocation pédagogique et nous devons aller crescendo pour que les gens puissent comprendre réellement de quoi on parle. Monsieur Pius Romain, vous avez fait 15 ans au Parlement comme journaliste et parlementaire. Moi, j'ai fait 18 ans au Congo dans la souffrance et dans la misère. Nous tous. Donc, je suis plus expérimenté que vous dans le besoin du changement que le peuple congolais est en train de chercher. Première chose. Deuxième chose, quand on est autorité, cela veut dire qu'on peut faire réajuster les choses. C'est pour cela qu'on vous appelle autorité. Pourquoi on interpelle la présidente de l'Assemblée nationale? Parce qu'on connaît que les députés de cette Assemblée nationale ici vivent de manière mécanique. Ils ont rassemblé leur cerveau, ils ont laissé ça quelque part, à Kingakati. Eux ne viennent que juste pour signer la présence. Donc, tout ce qui viendra,
quand à Kingakati, on a déjà levé l'option, que ce soit oui, personne ne pourra régimer ici. Est-ce qu'ils sont tous de Kingakati? Ok. Ceux qui sont lucides, ceux qui sont libres ne sont que 108, madame. Ceux qui sont libres, dans votre président aussi, ne sont que 108. Le président de votre parti. Parmi les 108, vous avez Chérubin Okende, qui s'assume de manière responsable. Les autres qui restent là, vous savez comment ils fonctionnent. Alors, comme les confessions religieuses savent que, même si on apportait un budget de 300 000 francs congolais, si Kingakati dit que ça passe, ça va passer, monsieur. Alors, vaut mieux aller maintenant du côté de cette écurie-là, de ce groupe-là qui élabore les choses. Les confessions religieuses n'ont pas demandé à Mme Céline Mabunda d'élaborer les budgets. Non. Ils ont demandé que s'ils peuvent faire en sorte que ça soit remonté même à 10 milliards, ne serait-ce qu'à 10 milliards. J'ai été récemment dans les journées portes ouvertes de M. Adolphe Mouzitou, ancien Premier ministre. Il vous dit que vous avez un réserve potentielle de 600 000 milliards de dollars. Il a été Premier ministre. Oui, là c'est un autre débat. C'est un autre débat. Les faits sont sacrés. Vous êtes journaliste, vous connaissez que les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. Ok? Ouais. Les faits qui sont là, c'est que nous avons des réserves de 600 000 milliards de dollars au Congo comme potentialité que nous pouvons exploiter. Les cerveaux sont là. 15 ans au Parlement, on sait qu'on a des réserves comme ça, mais on ne sait pas réfléchir comment est-ce qu'on peut, ne serait-ce qu'avoir un budget de 0,05% des réserves que nous avons. C'est déjà de l'incompétence. Quand Ensemble pour le changement vous dit que nous allons mobiliser 100 milliards. Voilà. Comment y arriver justement? Parce que le peuple veut savoir comment y arriver. Y arriver, c'est simple. Ça veut dire que vous avez un pouvoir, un leadership contraignant, vous avez un leadership qui travaille pour le bien de la nation. Là, vous verrez que celui qui est commis à la DGI, celui qui est commis à la DGRAD et dans toutes les autres régies financières vont travailler avec l'esprit d'aider la République à avancer. Ils feront en sorte que les 15 milliards qui s'évaporent, les 15 milliards qui s'évadent comme ça, que ça soit canalisé pour le bien de la République. C'est d'abord cela. Mais quand vous avez un pouvoir qui arrive, qui a les mains liées, qui ne sait pas fouiner dans le passé pour dire aux gens que ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter, et lui-même commence avec des scandales, vous comprenez que nous n'avons pas de jour meilleur devant nous. Vous comprenez? Alors, voilà, monsieur Chanel, vous avez... S'il vous plaît, madame. Non, je voudrais relever un mot parce que le débat, c'est pas la seule question. Oui, je ne veux pas laisser certaines choses qu'il a évoquées. Voilà. Monsieur Chanel, effectivement, j'ai fait plus de 15 ans au Parlement. Vous ne savez pas peut-être le mécanisme de la votation, de l'adoption jusqu'à la promulgation du budget. Oui, mais dans tout ça, monsieur Romain, est-ce possible, moi, parce que la question, elle réside c'est là, est-ce possible de générer ces revenus? Est-ce possible de pouvoir capitaliser ce montant-là pour y arriver? Je vous ai dit, madame, que les budgets n'est qu'une prévision. Voilà. Notre économie, elle est extravertie. On ne produit pas. Heureusement, oui. Il a dit sans pour autant le savoir. Il a évoqué, nous avons des potentialités non exploitées. Il y a richesse que lorsque cela est exploité. Dès lors, le minerai se trouve encore enfoui dans les sols, ce n'est pas une richesse. Vous le vendez à qui? Ce n'est pas encore une richesse. Il est vrai qu'il y a de l'argent qui se volatilise. Je ne refuse pas. Il est vrai qu'il y a de la corruption. Il est vrai que Luzolo Bambi a déploré qu'il y a plus de 15 milliards qui se volatilisent. Mais ce n'est pas l'Assemblée nationale, je vous ai dit. L'Assemblée nationale n'a que le rôle d'examiner les budgets. Ceux qui assignent notre argent, ceux qui doivent mobiliser notre argent, ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce sont les régies financières. Il faut demander, par conséquent, les confessions religieuses devaient appeler les responsables des entreprises génératrices de recettes.
Par exemple, mais est-ce que elles ont ce, on va dire, elles peuvent, disons, est-ce que c'est le chemin suivi? Est-ce que c'est le chemin aussi suivi d'aller voir Madame Janine Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale? Parce qu'elle ne fait qu'adopter, elle ne fait qu'examiner, elle ne fait que voter. Et après avoir voté, lorsque j'entends, c'était mon frère, vous savez, lorsqu'on veut apporter un plus à la République, ne nous tournons pas dans les hallucinations, hein, ou les allégations. Okay. C'est pas Kingakati qui décide. Vous dites que vous avez vécu 18 ans de souffrance. Non, je ne vois pas une mine de souffrance. Non, laissez-moi dire, je ne vous vois pas venir ici, non, je ne vous vois pas avec une mine de souffrance, et vous n'êtes pas les seuls. Mais tout le monde n'a pas été au Parlement pour voir comment ça s'est fait au niveau du Parlement. C'est ça ce que je veux faire comprendre aux gens. Et ce n'est pas en ayant un budget de 100 milliards qui va résorber la pauvreté des Congolais. Les États-Unis en ont combien? Vous voulez me dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de pauvres? Vous voulez me dire qu'en France, il n'y a pas de pauvres? Le budget n'est que l'argent pour lequel l'État travaille avec. Et ce n'est qu'une prévision. Ce n'est pas l'argent qui est déposé quelque part. Ce n'est qu'une prévision. Lorsque vous venez pour faire l'apologie de votre chef, d'abord, je le connais. Voilà. Pardon, madame. Nous devons quand même recevoir notre invité. Je vais chuter par là. Il est parlementaire. Je l'ai dit hors micro. J'ai salué son courage du fait qu'il était resté au Parlement et son discours, son apport au discours programme du Premier ministre. Je l'avais suivi avec pertinence. Voilà les hommes que nous voulons. Mais pas les hommes qui cherchent à planer dans le ciel, proposer aux Congolais ce qui est difficile à proposer. Votre leader dont vous parlez de l'ensemble, il a été gouverneur du Katanga. Et il ne faudrait pas qu'on parle de certaines choses qui échappaient à la douane de Kasumba Lessa. Voilà, que l'argent échappait au trésor public de l'État. Et lorsqu'on est au pouvoir, on ne gère pas la République avec les humeurs, avec les intentions. Monsieur Romain, je vous arrache la parole. La République est difficile. Je vous arrache la parole pour accueillir Monsieur Évariste Kalala, bonjour, qui est cadre au CACH. L'UDPS. Voilà, de l'UDPS, voilà. Monsieur Kalala est là, bien qu'en retard. Nous parlons tout à l'heure de la visite des confessions religieuses chez Madame, auprès de Madame Janine Mabunda, qui est présidente de l'Assemblée nationale, pour pouvoir doter la RDC d'un budget de plus de 10 milliards de dollars. Alors la question qui on va dire, qui est un peu opposée, mais mes deux invités, c'est de savoir quelles sont les pistes ou moyens par lesquels cela pouvait se faire. Merci pour la question et merci d'avoir attendu mon arrivée. Bon, d'entrée de jeu, il faut préciser que le budget, un budget actuel est toujours la ponction d'un budget passé. Donc, le budget actuel est grévé des imperfections des budgets qui l'ont précédé. On ne va pas établir un budget sur base d'un néant. On se base, c'est au fait une ponction des budgets passés. Ça, c'est ce que j'aimerais préciser. Ensuite, c'est vrai, il y a des pistes de solutions, il y a des mécanismes qui peuvent nous permettre de mobiliser plus de recettes, mais ces mécanismes-là n'ont pas encore été mis en place. Il est plutôt sage, dans notre chef, en tant que gestionnaire, de partir de ce qui est, de ce qui est réalisable. Ensuite, on va monter petit à petit. Je crois qu'on va finir, on va pas finir notre mandat avec ce budget-là. Je crois qu'on sera au-delà. Donc, il va aller en se réajustant. Alors, M. Benchana, les chefs des confessions religieuses ont insisté sur la nécessité pour le Parlement de sonner la fin de la corruption et de la criminalité économique. Alors, nous savons tous que pendant son passage en Belgique, le chef de l'État avait parlé d'une création de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Et est-ce que vous pensez que cela pourra répondre à ce desiderata? Ou quand est-ce que cela pourra être mis en œuvre?
Merci, madame. Avant de répondre à cette question-là, je veux que nous puissions comprendre une chose. Quand nous parlons du budget, c'est la vie de la nation. Le gouvernement est passé avec son programme, il a parlé de 15 piliers. Est-ce que, rationnellement, M. Pius Romain, vous pouvez regarder nos papas fonctionnaires, les enseignants qui vous ont enseigné à l'école primaire, qui enseignent maintenant vos enfants, leur dire que la gratuité de l'enseignement là sera effective cette année ici, très bien. Les fonctionnaires seront bien payés, pour ne pas dire mieux payés. Les médecins, tout le monde, la vie redeviendra normale. L'alternance attendue sera palpée cette année même avec 7 milliards de dollars. Vous êtes sûr vraiment de leur dire ça comme ça? Je ne crois pas. Ce qui veut dire que les 15 piliers qu'on nous a présentés lors du discours programme du gouvernement n'étaient qu'encore un autre chapelet de bonnes intentions. On savait qu'on n'allait pas mobiliser, on savait qu'on n'allait pas y arriver, mais parce qu'on doit discourir, parce qu'on vous a placé le micro et puis vous parlez. Ça, c'est faire la politique sans la sincérité. Nous avons besoin de pouvoir dire des choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, quand on parle de la fin de la corruption, voilà, et surtout de cette création de l'agence qui mettra l'agence de la lutte contre la corruption. Le président Kabila, en son temps aussi, avait une structure pareille, qui n'était pas un office, mais c'était son conseiller chargé avec Luzolo Bambi avec un cabinet. Mais le problème, c'est le problème de l'impulsion. Est-ce qu'on a un leadership capable de contraindre les gens à ne plus continuer avec les sales habitudes passées? Mais est-ce que ça, c'est pas dans le réforme justement de mentalité que qui est un des chevals de bataille du chef de l'État? Madame, avant que les mentalités ne puissent se révolutionner, il faut que les gens sentent que ceux qui avaient commis les crimes dans le passé, la justice les a interpellés. Ils ont subi la rigueur de la loi. Et que aujourd'hui, ceux qui voudront s'hasarder aujourd'hui doivent craindre que demain, la justice peut aussi les avoir. Oui, mais maintenant, Monsieur Variste, vous allez rebondir sur ce qu'il dit. Vous voyez qu'il y a eu quand même des exemples. Il y a des têtes qui sont tombées, justement. Ce n'est pas le cas. Oui, mais d'entrée de jeu, je veux dire qu'il faut éviter l'agitation. Il faut parler sur base de faits réels. En ouvrant légèrement la page sur le budget, j'aimerais dire que la gratuité de l'enseignement sera effectivement appliquée. Elle a commencé, il y a des difficultés, mais c'est normal. Quelles sont ces difficultés-là? Parce que nous avons suivi le ministre de tutelle qui dit une chose, on va dire le contraire de ce que le président a annoncé. Non, ça veut dire, d'abord il faut préciser de manière générale que toutes ces difficultés sont dues au fait qu'on vient de commencer. C'est le début, on va rencontrer des obstacles, mais nous sommes des combattants. Nous allons surmonter tous ces obstacles-là pour donner une gratuité plus efficiente et puis après savoir comment relever la qualité de l'enseignement. Ça c'est un. Donc la gratuité, je regarde les fonctionnaires, je regarde ces élèves, je leur dis soyez calmes et confiants, cette gratuité vous l'aurez et vous l'avez déjà. Bon, pour en revenir à l'agence sur justement de lutte contre la corruption. Oui, nous sommes au fait, le projet de société de l'UDPS peut se résumer en une phrase: l'instauration d'un état de droit. Bon, là, vous parlez de l'UDPS, mais vous êtes en coalition, on va dire. Voilà, mais justement, l'impulsion, parce qu'il parle d'impulsion. Oui. L'impulsion, elle est donnée par le parti. Elle est donnée par notre philosophie politique. Oui. Contrairement à tous ces autres partis qui, en réalité, n'ont pas de philosophie politique. Parce qu'ils sont capables d'être là-bas le jour, ensuite à gauche le soir. Et donc, vous comprendrez avec moi que nous sommes inscrits dans une logique où il faut changer l'homme congolais, qui est le véritable problème. Et on avait constaté que l'homme était le même, que ce soit le politique. Monsieur Ben Chanal pense que ce n'est pas l'homme congolais, c'est la tête de l'homme, c'est-à-dire ceux qui sont nos, mais je suis nos dirigeants. Oui, oui. Sur ce point-là, je l'épouse parce que l'impulsion vient de la tête. Non, oui. Voilà, mais dans le sens de créer cette impulsion-là, nous avons créé une agence pour le changement de mentalité. C'est l'aspect pédagogique de la chose. Et il faudrait avoir le fouet
Le fouet, cette fois-ci, c'est l'agence de lutte contre la corruption. Vous comprenez? Et quand il parle de criminels qui doivent tomber, les criminels économiques et tout ça, est-ce qu'il est sûr que dans sa famille politique, si nous remontons dans le temps, il n'y a pas de criminels politiques? Si vous fouinez, comme on peut dire. Voilà. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui que tous les politiques qui sont, je le vois avec un bracelet marqué Chérubin Okende, voilà. Il est sûr que c'est un modèle de bonne gestion? Est-ce qu'il peut regarder les Congolais droit dans les yeux et leur dire que ce monsieur-là, c'est un exemple de gestion? Parce qu'il a déjà eu à gérer. Voilà, il répondra à la question. Et monsieur, je vous sens un peu tendu là, monsieur Pio, ça va? Bon, allez-y comprendre, madame, que oui, je me trouve en face de deux acteurs politiques. Bien sûr, Moi, et oui, et donc vous êtes un peu cette eau-là qui va diluer le vin. Je me suis dans ma peau de journaliste. Oui, est-ce que vous pensez que cette agence annoncée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pourra mettre fin à cette criminalité économique? Avant d'en arriver à votre question, je voulais dire à mon mais frère... si tout le temps vous revenez avant, ça veut dire qu'on n'avance pas dans ce qu'on fait. On avance, mais on ne peut pas laisser les zones d'ombre. Mais je pense que les gens ont quand même compris, non? Je pense que mon ami qui est en face, Monsieur Évariste Kalala, il a donné une certaine lumière. Hein? Il ne faudrait pas laisser les zones d'ombre. Je vais vous dire ceci, mon frère, comme la question qu'il vous a posée, en se regardant droit dans les yeux. Qui est clean politiquement dans ce pays? En commençant, depuis que la République démocratique du Congo a acquis le statut d'un État, juridiquement d'un État, jusqu'à ces jours. On peut se regarder, comme tu m'as dit, de regarder les fonctionnaires dans les yeux. Il y a une évolution positive. Si je prends les années 90, où nous avons pillé le pays, et où les fonctionnaires ont été laissés avec un salaire de $1 par le maréchal Mobutu. Je pense à cette époque, soit vous n'étiez pas encore né, ou vous veniez de naître. Non, je vous dis des choses. Bon, il paraît jeune, hein? Non, il paraît jeune. Oui, je vous dis des choses. Le fonctionnaire a été... fâché si vous dites ça. Ok, je m'excuse. C'est une page d'histoire. Hein. Oui. Le fonctionnaire congolais a été laissé avec un salaire d'$1. Le bâtiment que tu vois là de la fonction publique, on a enterré Mobutu là-bas. On appelait ça Koundé Ebembe. On a enterré Mobutu là-bas. Il y avait des cascades et des répétitions de grève. Aujourd'hui, vous ne me direz pas qu'un fonctionnaire touche $10. Économiquement parlant, la courbe est ascendante. Nous y allons, nous sortons d'un point vers l'évolution. Nous n'avons pas encore atteint l'idéal. Si je prends les années 90, jusqu'à aujourd'hui, les budgets Kabila les a trouvés avec 200 millions. Aujourd'hui, nous sommes dans le milliard. Il a parlé des imperfections du budget passé. Mais il y a évolution. Prenez tout le Premier ministre. Quand il vient, il y a toujours un plus dans les budgets. Les derniers budgets, c'était autour de 5 milliards. Aujourd'hui, nous allons vers 7 milliards. Qu'est-ce qui vous ferait pas voir que l'année prochaine, nous pourrons atteindre 9 milliards. Et jusqu'à atteindre le mandat dont tu parles, on peut atteindre 12 milliards. C'est-à-dire tout est évolutif. Je vous ai dit, ce n'est qu'une prévision, ce n'est pas l'argent quelque part. Il faut travailler, n'est-ce pas? Pour revenir à l'agence de lutte contre la corruption. Mais vous avez dit, Yana, mais c'est le comportement de chacun de nous. Ne dites pas que on n'a pas un leader. La question, c'est de savoir, cette agence de corruption ira du bas d'échelle jusqu'en remontant, ou ça sera de la tête? Parce que la corruption est à tous les niveaux, même dans la famille. À voir les choses, j'ai l'impression qu'on cible que deux catégories où se trouve la corruption. C'est-à-dire le ministre et les mandataires. On a cette impression. Alors que la corruption va dans tout le sens, que ce soit au niveau des frontières, des GDA, tous les services. Même au marché. Même au marché. Et il faut se dire, d'ailleurs, la nuit, je réfléchissais sur ça. J'ai dit, nous sommes d'une culture africaine. C'est-à-dire, je peux voir mon frère. Bon, enfin, je vais expliquer ce qu'est la corruption. Par exemple, dans la caisse de l'État, on vous a demandé de percevoir la taxe qui vaut
5 000 francs, par exemple. Et ces 5 000 francs doivent se retrouver dans la caisse de l'État. Au lieu que tu fasses entrer cet argent dans la caisse de l'État, tu acceptes qu'on te donne 2 000 francs et l'État perd les 5 000. C'est ça ce qu'on appelle la corruption. Oui. Mais lorsque je me retrouve avec mon frère, je dis, bon, il me rend un service juste pour un pourboire en tant qu'Africain, je ne pense pas que ça sera difficile de combattre ça. Monsieur, alors, vous allez lui donner, on va dire, vous lui mettez déjà un mot dans la bouche. Mais oui, il va répondre. Mais en ce qui concerne l'agence... déjà ce mot venir. En ce qui concerne l'agence de la lutte contre la corruption, je l'ai suivi, il a parlé de Luzolo Bambi. Il a été là. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut que notre justice soit réellement indépendante et surtout le parquet. Le parquet ne peut pas attendre qu'on vienne lui déposer une convocation ou une plainte. Le parquet s'est saisi même de nos journaux, ce que nous avons écrit. Par exemple, j'ai écrit Hamida Chatur s'est fait chipper 300 000 $. C'est une information que nous avons reçu. Et le parquet peut se saisir et dire, mais comment les 300 000 $ d'une femme qui n'a aucune activité, qui est la femme d'un directeur de cabinet, comment cet argent peut se volatiser? On peut suivre ces traces et on va voir des ramifications quelque part. Si vous arrêtez pour avoir... Non, j'ai dit... Moi, je n'écris jamais du n'importe quoi. Je vérifie toutes mes informations. Pour à la question, est-ce que vous pensez que cette agence pourra répondre à ce désirata justement des confessions religieuses de mettre fin à la criminalité économique? Non, la criminalité économique, je vous ai dit, ça ne revient. Bon, d'abord, les confessions religieuses. Qu'est-ce qu'elles font chaque jour? Ce n'est que prêcher sur l'amour, n'est pas voler, mais les criminels économiques sont les fidèles de ces églises-là. Vrai ou faux? Il y en a certains qui se disent, je suis catholique pratiquant. Mais ils sont parmi, mon ami Victor a dit, si on se regarde en face, Évariste l'a dit qu'on se regarde en face, et c'est de l'autre côté, il n'y a pas les criminels économiques. Tout le monde est criminel économique. Et ils sont pratiquants même de ces églises. Est-ce qu'ils respectent Dieu? La meilleure des choses, c'est qu'il faut faire, je dis et je répète, il revient à la justice. Rien que la justice qui peut mettre fin à cette histoire. Lorsqu'elle est indépendante, le parquet entend même un soupçon. Sous d'autres cieux, les pays d'outre-mer, il suffit d'un article de la presse, on commence à remonter la pente. Et avec ça, vous allez voir que même ce que nous demandons de changement de mentalité, le changement de mentalité doit commencer d'abord par soi-même en respectant les lois de la République. Alors, M. Benchana, les leaders des confessions religieuses ont soulevé l'importance des élections locales qui devaient être prises en compte dans le prochain budget. Peut-on espérer la participation de la plateforme Lamuka à ces élections? Oui, d'ailleurs, c'est notre cheval de bataille. Nous avons demandé à ce que l'on puisse organiser les élections locales. Mais avant d'y arriver, je voudrais apaiser mon frère Évariste. D'abord, il doit comprendre que quand on s'est battu pour avoir le pouvoir au sommet de l'État, on devait avoir étudié tous les contours de ce que devra demander ce pouvoir-là, l'impérium que vous avez cherché. Donc, quand le président de la République dit devant les médias que on avait trop entendu des choses, on avait dramatisé des choses sur l'armée et consorts, cela veut dire que le président de la République aussi s'est comporté comme mes frères combattants que je vois dans les parlements debout, qui ne se contentent que de rumeurs, sans pour autant vérifier la vraie information pour avoir la vraie information et faire la politique sur base de cette vraie information-là. Il s'est contenté des rumeurs. Quand vous dites qu'aujourd'hui, on commence la gratuité, mais il y a quelques obstacles de début, et consorts, donc cela veut dire que pendant votre campagne électorale, quand vous étiez en train de marteler que quand nous aurons le pouvoir, nous allons instaurer la gratuité de l'enseignement sur l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national, parce que Kabila l'avait commencé avec quelques provinces seulement et ça n'a pas fait long feu. Cela voudrait dire que au préalable, vous aviez compris que demandera cette gratuité-là.
il faut faire quoi pour y arriver. Et quand on y est, on ne tâtonne plus. Mais voilà que mon frère est en train de s'étaler encore dans des promesses. Non, il ne faut pas appeler ça agitation. Les gens avaient faim et soif du changement. Ils voulaient les changements. Et ils voulaient que, dès que vous avez pris le pouvoir comme ça, qu'on sente les premiers mois déjà, comme on dit dans le jargon populaire, qu'on reconnaît un bon maçon au pied du mur, il fallait que dès le départ, dès le début, qu'on sente que, voilà, c'est une nouvelle ère qui commence, c'est un nouveau leadership. Mais nous sommes dans un leadership de la continuité. C'est ce qui fait craindre les gens. C'est ça qui fait craindre les gens. Que, bon, on est entré dans une histoire qu'on ne comprend plus le bout du tunnel et on commence à se poser 1000 questions. Par rapport, vraiment, ce n'est pas une émission qui était consacrée à cela, mais comme il a relevé cela, il faut éclaircir les choses. Je vois aussi que mon frère Évariste continue toujours à se comporter comme un combattant qui n'a pas d'informations et il veut faire la politique sur base des rumeurs qu'il entend. Quand il parle de Chérubin Okende, comme exemple de gestion, mais il faut vous informer, monsieur. Il faut vous informer. Chérubin Okende a été au FPI. Il faut rentrer au FPI pour demander quel a été le bilan de sa gestion. Chérubin Okende a été aux lignes aériennes congolaises. Moi, j'ai vu, pendant la campagne électorale de Chérubin Okende, à Lukunga, des agents des LAC, des lignes aériennes congolaises, qui pleuraient quand ils les voyaient. Pleurer, ça veut dire... De joie. Et ils ne s'imaginaient pas que on pouvait les ravir quelqu'un qui avait une si bonne vision comme ça pour leur entreprise qui était déjà au bord de la faillite. Il ne faut pas rire comme si vous ne compreniez rien. Il faut aller vous informer. Rentrer aux lignes aériennes congolaises qui est maintenant en liquidation. Allez demander aux travailleurs. C'est pour vous dire que ce monsieur-là, c'est un bon exemple de gestion. Ce monsieur-là n'a pas été chassé de la majorité présidentielle avec Kabila. S'il vous plaît, madame. Je relance juste ce que vous dites. C'est juste pour éclaircir le chose. Je relance ce que vous dites. Peut-être qu'il ne parlait pas seulement du chef de votre parti. Peut-être qu'il parlait de toute la plateforme. Il l'a cité nommément. Je suis en train de répondre par rapport à ce qu'il a cité nommément. Je pensais qu'il parlait de toute la Chérubin plateforme. Okende a quitté la majorité présidentielle de son propre gré. Chérubin Okende a écrit un livre pour rappeler le président Joseph Kabila à l'ordre. Quand d'autres turiféraires étaient en train d'écrire soit la révision constitutionnelle ou l'inanition des nations et consorts, Chérubin Okende a écrit un livre pour dire au président de la République de laisser avec les acquis qu'on a déjà eu avec sa gestion, de laisser le pouvoir et ouvrir le pays à la démocratie, à la vraie démocratie. C'est quand Chérubin Okende quitte la majorité présidentielle, tête haute, en homme libre, que des gens sautent du navire de l'UDPS pour venir renforcer Kabila qui commençait déjà à perdre les poils. Et aujourd'hui, on ne peut pas venir me dire ici sur ces plateaux ici que c'est l'UDPS qui est le bon exemple parce qu'on ne part pas la nuit comme ça, on ne fait pas... Non, non. Et nous connaissons même la manière dont on a eu ce pouvoir-là. Ça se chuchote et tout le monde le sait. Mais c'est tout à l'heure, vous parlez de bien vous renseigner. Alors, je pense que vous aussi, vous n'avez pas basé vos propos pas sur le rumeur, voilà. Parce qu'on sent. S'il vous plaît. Monsieur Évariste Kal, je peux chuter voilà, en disant à notre peuple que il faut comprendre la gestion des gens par rapport aux ambitions et à l'engagement qu'ils ont envers ce peuple. Quand aujourd'hui, on commence à chercher des subterfuges, on commence à chercher des alibis pour ne pas faire ce qu'on a promis, on comprend qu'il y a lieu de douter. Mais nous, dans l'opposition républicaine qui ensemble fait, dit que vous avez l'obligation. Nous disons que vous avez l'obligation. Envers le peuple congolais, bien sûr. Envers le peuple congolais, de faire ce que vous aviez promis. Sinon, toza nami Congo nabinu. Voilà, ok, voilà. Je ne voudrais pas employer un terme on va dire que Robinho emploie. Voilà. Voilà, mais... Monsieur Évariste, je vous sentais tout à l'heure. Non, mais j'ai très détendu et très amusé parce que la midi... D'abord, j'aimerais commencer... Mais nous ne faisons pas des procès de personnes ici. Non. Voilà, nous parlons... Mais je ne suis pas dans ces basses choses-là. Je vais réagir objectivement à tout ce qui a été dit ici. En commençant par la question la réponse du chef de l'État aux journalistes français qui voulaient savoir
quand le chef de l'État a dit que au fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur l'armée. Non, il a trouvé une armée bien structurée et on a diabolisé, il y a beaucoup de diabolisation. Oui, mais voilà, qu'est-ce que sa réponse voulait dire? En réalité, il a endossé, en tant que chef et commandant suprême de l'armée, il a endossé tout ce que l'armée aurait pu faire. Et qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer qu'en réalité, le problème, ce n'était pas cette armée-là, qui en réalité est peuplée de Congolais. Là, le vrai problème, c'était le leadership. Et on a toujours pensé à l'UDPS que le chef était mauvais. Et c'est pour ça que l'armée se comportait comme ça. L'impulsion donnée était très mauvaise. Et je ne vois pas en quoi le chef de l'État aujourd'hui, qui est responsable de cette même armée, va commencer à tirer sur cette armée. Pendant qu'il a la possibilité d'insuffler quelque chose, voilà, de positif. Voilà. Et par rapport à la gratuité de l'enseignement, je viens et je reviens dire, jusque-là, il y a des petites difficultés éparses. Et c'est normal. On a vu Obamacare, le programme de santé du président américain, rencontrer aussi quelques difficultés quand on a lancé ça. Je veux lui dire de ne pas être un prophète de malheur parce que ses neveux et ses nièces vont étudier gratuitement dans ces écoles-là. Donc, ça ne sert à rien de s'agiter. Il faut plutôt qu'il fasse une analyse objective et qu'il apporte des éléments qui peuvent nous permettre de rendre plus efficace cette gratuité. Dans son analyse, je n'ai entendu aucun élément qui peut... C'est ça, au fait, l'opposition républicaine. C'est apporter une critique positive. Être constructif. Voilà, constructif, qui peut nous permettre à nous qui gérons de rectifier le tir. Il est dans des élucubrations. Oui, mais le fait vient juste que... pour peindre en noir ceux qui gèrent. Le fait vient que... Non, mais excusez, le fait vient que... Ils le disent et le répètent que vous les avez volé cette victoire aux élections. Je vais en venir. D'abord, il faut qu'ils sachent aujourd'hui que l'UDPS a un vécu. Le président Félix Antoine Tshisekedi a une histoire. On ne devient pas président de la République pour Betty Libakou. Je veux lui dire, moi qui suis à côté de lui ici, si on remet 3 ans en arrière, lui il peut faire une émission en citant Kabila en mal. Moi j'ai fait 9 mois à l'ANER, 3 mois à la prison militaire de Ndolo, pour qu'aujourd'hui tu puisses parler de Kabila. Tu comprends? Il faut un minimum de respect. J'ai dans ma chair les sévices du combat politique. Tu comprends? Et ça te permet aujourd'hui de venir parler. Toi, est-ce qu'on peut trouver une émission où tu parles en mal de M. Kabila, parce que tu l'appelles encore président, de M. Kabila 3 ans avant cette émission ici? On n'y a aucune trace. Tu comprends? Et je vais te dire, tous vos leaders politiques là, qui pensent que la politique c'est donner l'argent aux autres pour qu'ils aillent dans la rue, faire ce qu'eux doivent faire, ils n'ont jamais été capables de tenir ce combat-là. Aujourd'hui, en espérant la présidence, vous espériez quoi? Un cadeau. Il faut avoir un vécu. L'UDPS, moi l'UDPS, on a brûlé les combattants vifs au siège de l'UDPS. Parce que nous étions l'opposition farouche. Le mur qu'il fallait sauter pour instaurer une dictature totale dans ce pays. Et aujourd'hui, bloqué sur le plan politique, on a estimé que l'UDPS était la seule force. Et puis, je le précise bien, nous avons opté pour la lutte non violente, la lutte non armée. Vous comprendrez bien que l'objectif, ce n'est pas de tuer celui qui est en face, mais de le soumettre et d'en faire un démocrate. C'est ça le but. Et nous sommes en train d'atteindre le but. C'est de faire comprendre à celui qui est en face, tu ne peux pas gérer sans tenir compte de la Constitution. Quand la Constitution dit que tu dois t'arrêter, il faut que tu t'arrêtes. Nous avons atteint le but. Et en face, nous avions des gens sans vision politique. Parce qu'à quelques jours du scrutin, ils demandaient qu'on n'aille pas aux élections avec la machine. C'est un manque de vision politique. Et en politique, quand l'analyse est mauvaise, les résultats sont sans appel. Voilà ce qui s'est passé. Dans la vie même. Alors, monsieur Romain, nous allons... s'il vous plaît, madame. Il y a une contre-vérité qui a été dite ici. Laquelle? Quand il nous parle du FPI, de la RVA... Non, j'ai dit... S'il vous plaît... Non, je vous arrache la parole. Nous n'allons pas faire de procès de personne. Mais c'est une vérité. Au fait,
Ça a été dit sur le plateau. Oui, une vérité. On doit fixer l'opinion. Il faut savoir avec des preuves. Voilà. La preuve, c'est l'industrialisation. On peut dire que le Congo est industrialisé. Comment il peut nous citer un gérant du FPI comme un modèle de gestion pendant que la mission du FPI, c'est l'industrialisation du pays? Il peut nous citer quelle est l'industrie qui a émergé sous le règne de son mentor. Vous voyez, quand vous parlez des régies des voies aériennes, est-ce qu'il sait dans quel état? Il sait dans quel état? Voilà, les lignes aériennes. Il sait dans quel état c'est aujourd'hui. Mais s'il a quelques relations privées avec des agents qui ont pleuré quand ils l'ont vu, qu'est-ce que nous on en a à foutre? Mais nous les Congolais, nous sommes les premiers qui devaient bénéficier de ces lignes aériennes-là congolaises. Nous sommes les premiers. Nous devions emprunter ces avions-là. Où sont-ils? Voilà. Donc je crois qu'il a participé à la destruction même du tissu économique de ce pays. Voilà, là vous rejoignez, c'est que je dis que nous n'allons pas faire de procès de personnes. La parole est à M. Pius maintenant. Une minute, je vais chuter. Il a parlé, il a dit qu'il n'y avait pas rupture, en disant que après Kabila égale avant Kabila. Il a parlé de continuité. Voilà, de continuité, ça veut dire une absence de rupture. Voilà. Je lui dis déjà qu'il y a eu libération des prisonniers politiques, dont son co-débatteur qui est ici avec lui. J'ai été un prisonnier du régime et j'ai été libéré par le président actuel. Il n'y a pas que moi. Vous connaissez Franck Diongo, Moïse Katumbi, votre maître à penser, qui est revenu pour manger les bitoyo à Lubumbashi. Voilà, il est revenu comment s'il n'y a pas eu rupture? La parole est à M. Pius. Les exemples sont les gens. Lui-même est capable de venir. Oui, c'est un débat que vous aurez hors antenne. Ici. Vous aurez ce débat hors antenne. Êtes-vous d'avis, M. Pius, comme certains? Et je vous prie de ne pas revenir sur les propos ni de l'un ni de l'autre parce que nous devons avancer. Nous sommes qu'à la 4e question du premier sujet. Voilà. Êtes-vous d'avis, comme certains, que le programme du gouvernement ne suit pas un chronogramme bien défini et que l'on n'en cerne pas jusqu'à les priorités? Madame, vous savez, je vous ai dit tantôt ici que j'ai fait plus de 15 ans au Parlement. Lorsque vous ne savez pas le mécanisme du fonctionnement du Parlement, vous allez être dans la rue en train de peindre du noir, comme M. Évariste l'a dit. Mais vous avez dit qu'on ne revienne pas. Mais non, on ne reviendra pas. Vous savez, nous sommes suivis par des gens qui ont l'âge du jeu, qui sont intelligents. Chacun a son opinion et chacun cerne exactement vos dire. Il faut remettre les choses. C'est une émission pédagogique. Oui, c'est une émission pédagogique. Allez-y comprendre. Oui, mais justement. M. Évariste a repris quelque chose, mais pas d'une très bonne manière. Je vais essayer un peu de le faire. Ok. Mon frère a dit le bilan de Chérubin Okende était positif, n'est-ce pas? Au FPI et au lac. Oui. Sous quel règne de Joseph Kabila que vous combattez aujourd'hui, donc son bilan était positif. Attends, non, c'est ça ce que vous avez dit. C'était les gens qui travaillaient sous le règne de Kabila. Donc, le bilan de Moïse au Katanga était positif. Le bilan de Mouzito, Premier ministre, était positif. Le bilan de Okende aux lignes aériennes FPI était au positif, n'est-ce pas? Donc, tous ont travaillé à l'époque de Kabila. Ceci veut dire que le bilan de Kabila était positif. Et en quoi vous allez le combattre aujourd'hui? Puisque vous êtes hors gestion, ça, c'est pas une bonne politique. J'étais en politique, c'est dont il parle de l'UDPS. Peut-être il ne m'a pas connu. J'ai fui le président de la jeunesse de l'UDPS Massina. J'ai fait 4 ans en prison. Sous les règles. Moi, je me réunissais avec les Liaou, les Mbouakiem, peut-être ils étaient jeunes. J'étais trop jeune, j'avais que 17-18 ans. Vous ne connaissez pas le méandre politique. Si vous n'êtes pas à la gestion, ne cherchez pas à crier, à peindre le noir. Vous avez bien dit que Mouzito a bien géré, il était Premier ministre, vous avez suivi même ses tribunes. Katumbi, gouverneur, il a bien géré. Chérubin, qui est mon ami, qui me connaît, il a été aux lignes aériennes. Une bonne gestion. Les travailleurs ont pleuré puisqu'il était parti. Et au FPI, une bonne gestion, c'était un bon gestionnaire. Donc, en conclusion, le bilan de Joseph Kabila était positif. Mais lorsque vous n'êtes pas à la gestion, vous dénoncez. Ça, ce n'est pas une bonne politique.
pour arriver à la question que vous avez parlé, Oui. madame, il y a deux choses à différencier. Lorsque on vient présenter le programme du gouvernement, c'est ce qu'on attend faire pendant le mandat. N'est-ce pas? C'est lorsque on vient maintenant pour défendre les budgets de l'État. Vous dites que cette route, il me faut 1 milliard de dollars et je veux le faire pendant 30 mois. Là, on met le chronogramme. Ce n'est pas dans un discours programme comme je l'ai entendu là-bas. Il y a les us et coutumes parlementaires. Lorsque vous n'en savez pas, il faut revenir se ressourcer à la source. J'ai entendu parler de la gratuité de l'enseignement. Je n'ai pas évoqué sur ça. Je le dis, c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi je le dis, c'est la poudre aux yeux? Ah, donc vous dites que ce n'est pas effectif, quoi? Non, madame. Écoutez, on fait la politique avec le moyen qu'on dispose. Le budget alloué à l'éducation nationale est de 8%. Selon tous les temps du budget passé. Si je prends le 8% dans le 5 milliards, ça n'atteignait même pas 500 millions. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le budget est à 7 milliards. N'est-ce pas? 7 milliards. Et on le espère chef qu'il de va l'État grimper jusqu'à 10 milliards. Non, non, le chef de l'État dit qu'il faut quitter de 8 à 20 milliards, à 20% selon les standards de l'UNESCO. Donc, je vois dans le 20% de 7 milliards, c'est 1 milliard 400 millions. N'est-ce pas? Or, selon les experts de l'éducation nationale, pour que la gratuité soit effective, il faut 2,9 milliards. Donc, il y a un déficit pratiquement de 1 milliard 500 millions. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire ceci. Les intentions sont bonnes. Il faut disposer des moyens. Je fais des propositions. Je ne suis pas contre la gratuité de l'enseignement. Je fais des propositions. Que les 5 années de l'actuel gouvernement que soit consacrées à la construction des ouvrages susceptibles d'accueillir les élèves, notamment les écoles, réhabiliter, reconstruire. Kabila n'a fait, il s'est limité quelque part. Il y a eu un projet de 1000 écoles. Ils se sont arrêtés pratiquement à 300 ou 500 000 écoles. Il faut y aller. Donc, lorsque vous terminez ces processus, vous entamez le processus de la gratuité de l'enseignement. Il a dit, dans d'autres provinces, il y en avait, la gratuité de l'enseignement. Effectivement, il y en avait, mais on ne pressentait pas à Kinshasa. Il y en avait. Comme il dit aussi, il y a des couacs. Mais pour que nous ne vivons pas les tensions sociales, je ne suis pas contre la gratuité de l'enseignement, mais c'est juste une proposition. Il fallait d'abord commencer par construire les écoles réhabilitées. Et voir aussi comment est-ce que ce budget-là peut être réajusté. Mais oui, pourquoi? Puisque j'entends parler, il y a les partenaires qui vont intervenir. Mais les partenaires ont déjà intervenu dans les 7 milliards. Il y a les budgets qui viennent de l'extérieur, dans les 7 milliards. Ça, c'est une réalité. Lorsque vous n'êtes pas dans le giron de la construction de budget ou de l'élaboration, vous allez vous perdre, vous allez être dans le chapelet d'intention. Parler. Non, la gratuité de l'enseignement, ce n'est ni l'UDPS, le PPRD, non, ce sont les enfants congolais qui vont en bénéficier, suivant la Constitution. Mais il y a des préalables pour y arriver. Pourquoi je dis ça? C'est justement pour éviter que nous n'arrivons pas à ça. Puisque le 20%, selon les standards de l'UNESCO, et par rapport aux 7 milliards, ça me fait tomber dans les 1,4 milliards. Justement, puisque vous évoquez des chiffres, nous allons parler... c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Ma question est, vous ne pensez pas que les différents voyages, M. Belchanal, les différents voyages du chef de l'État à l'étranger pour faire des appels de fonds coûtent énormément au trésor public? Merci, madame. Mais on ne revient pas, s'il vous plaît, sur les questions. Nous devons avancer, nous avons 3 sujets. Oui, on doit éclairer les amalgames qui se font. Hein, parce qu'on ne peut pas laisser les téléspectateurs avec des zones d'ombre et avec le flou qui est entretenu d'ailleurs. Je n'ai pas dit ici que Mouzito a bien géré. J'ai fait allusion à ces tribunes,
Et puis j'ai dit que c'est un autre débat. Quand vous aviez voulu en parler, j'ai dit que c'est un autre débat. Mais puisqu'il donne déjà la leçon de la bonne gestion. Excusez-moi, et j'étais qui poli quand voilà, vous parliez. Non, c'est juste pour vous compléter. Justement, Avant qu'il ne vienne, vous avez évoqué des potentialités. Le 6 milliards que Mouzito a parlé, je vous ai posé la question. Qu'a-t-il fait lorsqu'il était là? Je vous ai dit, je vous ai répondu que c'était un autre débat. Pouvez-vous me rassurer que nous n'allons pas parler de la gestion de M. Okenge? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Il faut savoir que... Madame, laissez-le, c'est son mentor. Non, c'est mon émission et c'est moi qui la gère. Non, voilà. c'est pas une question de mentorat, mais c'est question de faire ressortir les vérités. Ok? Quand on est dans la gestion d'un pays, il y a des attributions. Oui. Quand nous attaquons Joseph Kabila, oui, nous l'attaquons par rapport à ses attributions à lui, selon le prorata de la Constitution en tant que président de la République. Oui. Chérubin Okende, je suis en train de parler de son bilan dans les attributions qu'il a eues. Si dans sa parcelle de pouvoir, là où lui gérait, c'est positif, je ne peux pas prendre le résultat négatif de Kabila et mettre ça sur le dos de Chérubin Okende. Donc, je dis que si vous êtes journaliste d'investigation, allez-y au FPI, allez-y aux lignes aériennes congolaises, demandez le passage de Chérubin Okende ici. Qu'est-ce que ça a donné? Il était avec Vincent. Alors, parlons du chef de l'État, s'il vous plaît, monsieur. Parlons du chef de l'État. Les différentes sorties du président de la République. Voilà. C'est sur votre plateau ici que j'ai dit une fois que le président de la République devait commencer par consolider l'intérieur. Même s'il faut aller chercher les gens pour venir investir au pays, pour venir redonner du souffle au pays, il fallait commencer d'abord par rendre le pays viable. Mais le président de la République nous donne l'impression comme s'il est en train de chercher une légitimation. Il est en train de chercher qu'on puisse démontrer aux gens que voilà, je suis vraiment président de la République. Non, nous lui en concédons. Il est président de la République. Mais il y a des préalables qu'on doit arranger ici, sur place, à l'interne. Et ça aura permis aussi au Trésor public de garder quelques... parce que ce n'est qu'une fois seulement qu'il a remis le reliquat qui était resté dans l'un de ses voyages. Et depuis cela, plus rien encore. Donc nous comprenons que le Trésor public, qui n'a encore rien aussi d'important, de suffisant, est en train encore d'être sauré davantage, ce qui n'est pas bon. Bon, puisque vous faites une politique constructive, dites-moi, de quelle manière peut-on, là je reviens à une des questions que j'ai posées, je pense comment peut-on générer ces revenus-là afin que tout aille bien? Parce que c'est vrai, on parle français ici, on dit des mots et tout ça, mais ceux qui nous écoutent voudraient au moins que des solutions sortent de vos bouches, puisque moi je n'anime que cette émission. Pensez-vous, comment vous pensez que ces recettes-là peuvent être générées, puisque vous n'êtes pas, comme on dit, les autres vous taxent d'être des prophètes de malheur. Vous ne l'êtes pas, vous voulez que ce pays aille de l'avant. Comment est-ce qu'il faudrait-il qu'on génère ces revenus-là? C'est votre réponse qui va clore quoi? J'ai parlé du leadership. Ce premier J'ai parlé du leadership ici. Le problème, c'est que nous avons vécu dans ce pays la nomination de Etienne Tshisekedi comme Premier ministre. Vous avez vu le remous que cela a occasionné. Oui. Ça veut dire que quand quelqu'un qui a une vision et qui a un leadership poignant arrive aux commandes, chacun là où il est se ravise. J'ai dit aussi ici, que sur ce même plateau ici, maintenant même, que quand des personnes sentent que ceux qui ont commis des crimes dans le passé sont même vénérés, ils sont mis à l'écart et on dit que nous n'allons pas fouiner leur passé. Ça veut dire tout simplement que continuons avec la zizanie. Mais aujourd'hui, il est possible, avec un leadership poignant, de pouvoir boucher tous les trous par où s'évaporent les recettes de l'État. Donc vous pensez que ce leadership-là n'existe pas pour le moment? C'est pas encore venu. Ok, voilà, nous allons passer au deuxième sujet et c'est M. Katanga. Enfin, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai à dire, M. Katanga? C'est M. Evariste Kalala qui va y répondre. Nous parlons justement de l'entretien qu'a eu le 23 septembre Denis Mukwege avec son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo à New York. Alors, il s'agit d'un fonds
M. Mukwege est en train de militer pour un fonds mondial de survivantes, donc un mécanisme de réparation pour lequel il milite, lui et sa coloréate, afin de pouvoir rassembler ce fonds-là pour pouvoir venir en aide à toutes ces femmes qui ont été violées à l'est de ce pays. Alors, M. Mukwege a demandé explicitement que le Congo puisse participer et soutenir ce fonds mondial. Pensez-vous que la RDC soit prête à y participer? Mais bien évidemment. Avec quels moyens? Mais justement, ça veut dire, ici, ça me permet de parler justement des voyages du chef de l'État. Pour votre information, je sais que beaucoup ne l'ont pas. C'est une indiscrétion d'ailleurs que je vais faire ici. Qui ne vous portera pas préjudice, cette indiscrétion? Ben, je ne pense pas. De son séjour aux États-Unis, il a pu obtenir 2,6 milliards qui seront investis dans la gratuité de l'enseignement. Et je sais, je comprends que le calcul qu'il fait, c'est un calcul par rapport aux informations qu'il a. Il y a des choses en gestation et je ne peux pas en parler ici parce que ce n'est pas le moment. Donc ça veut dire que en réalité, ces voyages coûtent quelque chose, c'est vrai, mais c'est un investissement que nous faisons parce que ça nous permet de rapporter beaucoup plus en termes d'accords bilatéraux, en termes de fonds qui vont être injectés dans notre économie. Et je pense que les fonds qui vont être injectés sont de loin supérieurs aux dépenses, aux frais de voyage. Et l'image du pays qui est très importante aussi parce que les investisseurs ne viennent pas quand on n'a pas une bonne image, quand on ne sait pas leur présenter les choses de la bonne manière. Ça veut dire, ça revient à votre question de disponibilité de moyens et tout ça. Ça veut dire, c'est à nous de nous organiser. Nous avons un sous-sol très riche, mais nous allons appliquer ce que nous appelons la revanche du sol sur le sous-sol. Parce que notre sol aussi a une capacité de produire. Vous comprenez? Donc, les opportunités, elles sont là. Et je crois que nous allons les exploiter à fond. Elles sont là, les opportunités. Et puis, pour ne pas entrer dans le débat là, c'est un sujet qui vient de passer. Nous avons entamé un nouveau sujet. Oui, mais non, je parle justement de ce sujet-là. Je reviens du docteur Denis Mukwege. Oui, et ça fait pas. En répondant à cette question, je suis en train de dire que justement, le chef de l'État a le leadership qu'il faut pour mener à bien. En termes de leadership politique, le leadership se justifie aussi par le nombre de personnes que tu es capable d'atteindre et le nombre de personnes que tu peux impacter. Et en termes de leadership, je crois que en politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel chef de l'État, je crois que c'est la crème du leadership politique congolais. Et trouver mieux, il faudra encore chercher. En ce moment. Ok. Voilà, monsieur Pius Romain Roland. Nous allons honorer et décorer le docteur Mukwege à Kinshasa pour son travail et son prix Nobel. Nous sommes fiers de ce qu'il a accompli. C'est ce qu'a déclaré Luc Gérard Niafé, qui est ambassadeur itinérant. Alors, est-ce encore là une façon de montrer au régime Kabila, avec qui Félix Tshisekedi est en coalition, qu'on cherche à réparer là où lui, Kabila, a failli? Non, madame. Je pense que... Oui, parce que sachant que cet honneur avait été refusé au docteur Mukwege. Vous avez l'article que j'ai écrit dans une interview sur TV5 Monde, faisant allusion aux propos de l'actuel chef de l'État. Je fais une analyse, je me suis dit, est-ce que Joseph Kabila était-il vraiment le diable du Congo peint par le Belge? Vous savez, les gens n'ont pas compris Kabila. Et c'est par après peut-être que nous allons le comprendre, comme nous comprenons. Peut-être qu'on ne le comprenait pas parce qu'il s'exprimait mal, justement. Bon, c'est un déficit. Tout le monde n'est pas saint. Il n'y a qu'un seul saint qui est Dieu. Même le maréchal Mobutu, que l'UDPS a combattu, que moi j'ai combattu. Lorsque je suis en train de revivre ses propos, le film de son passé, je me dis, nous avons combattu ce qu'on ne pouvait pas combattre. N'est-ce pas? Il est vrai que Mobutu a commis ce qu'il avait commis. Il avait aussi d'ailleurs c'est un devoir que je donne même aux étudiants, de faire le parallélisme, les similitudes des différents discours de nos leaders politiques. Partant de Kasavubu, Lumumba,
Mobutu, Mouzé, Kabila et Tshisekedi aux Nations Unies, tous ont parlé un même langage. Lequel? L'indépendance du Congo, le respect du Congo. Tous, si vous le regardez bien, tous ont plaidé pour le Congo, tous ont plaidé pour l'Afrique. Et tous ont plaidé pour que le Congo soit respecté, qu'on laisse le Congo libre. C'est ça la difficulté. Ce sont des choses peut-être que vous ne comprenez pas. Évariste a dit d'une indiscrétion. De 2 milliards 600 qui vient avec, c'est une bonne chose pour le Congolais. Et je l'applaudis s'il a fait ça. Ce n'est pas l'argent qui sera dans sa poche, puisque si cet argent tombe dans sa poche, nous serons dans la rue. Et si c'est pour le bien des Congolais, bravo, c'est une bonne chose. Mais que cet argent soit investi d'abord dans la réhabilitation et la construction des infrastructures. Vous allez réussir la gratuité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez d'infrastructures. Regardez la pléthore d'élèves dans la classe. Quelle qualité, quel enseignement de qualité. Selon vous, ces déclarations de l'ambassadeur Luc Gérard Niafé n'est pas, on peut dire, un correctif à la politique Kabila qui, en son temps, avait refusé de décorer... Non, écoute, Kabila avait un problème avec l'Occident prédateur, oui, qui voulait considérer les Congolais comme leur patrimoine personnel. Et ça, même moi, je ne l'admets pas. Même le Félix Tshisekedi ne peut pas l'admettre. Bon, décorer Mukwege. Là où Mukwege a foutu, c'est quoi? C'est-à-dire que chacun son domaine. Nous, ici au Congo, vous avez un mécanicien. On lui offre le micro. Il commence à insulter Kabila. Il commence à insulter Félix Tshisekedi. Il commence à insulter tel. Demain, il devient un acteur politique. Avec toutes ces imperfections. Vous avez celui qui a fait le bois et forêt. Puisqu'il insulte Félix, il insulte tel, on les vote député national. Il devient député des insulteurs. Je pense que Mukwege, en tant que médecin, il a un apport considérable dans son domaine. Est-ce que faudrait-il qu'il soit politique? Qui devrait soigner ces femmes-là? Voilà un peu le côté négatif de ce qu'il a fait. Ah, donc vous réfléchissez comme un certain ministre de Kabila qui disait qu'il n'a fait que son travail. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on devrait pour autant lui jeter des roses. Donc, non, lui jeter des roses, c'est vrai, c'est-à-dire il a excellé dans son travail. C'est par exemple Évariste. Si Évariste, je ne dis pas qu'il est mécanicien, s'il est mécanicien et qu'aujourd'hui il met au point un moteur que les Congolais vont bénéficier et que la République va bénéficier, bravo. Mais lorsqu'il quitte son domaine de prédilection, il va dans un autre champ, comme l'a fait des prêtres. Oui. Au lieu d'être dans les églises, enseigner les fidèles, le faire comprendre comment quitter un monde impudique pour aller vers un monde de félicité, vous allez dans les domaines où il n'y a aucune immoralité. J'ai toujours dit qu'en politique, il n'y a aucune immoralité, parce que si on veut t'affronter, aux yeux, on t'affronte et on te fait descendre. Alors, il devrait rester dans ces domaines. Donc, chacun son domaine, madame. Et Mukwege, en tant que médecin, il a joué un rôle très important. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de la récupération politique. N'est-ce pas? Et c'est ça avec l'Occident. Et je dis aussi au président Félix Antoine Tshisekedi de faire très attention avec le Belge. Les Belges n'amènent rien au Congo. Le Belge cherche à exploiter le Congo. Et d'ailleurs, la Belgique a été construite avec les fonds du Congo. Vous vous souvenez, personne ne peut en douter ici qu'il y a une province en Belgique qui est tombée en faillite puisque Mobutu a rompu les relations avec le Belge à cause de la gécamine. Donc nos minéraux n'ont pas servi les Congolais, nos minéraux ont servi par ailleurs le Belge, et le diamant de Mbujimaï n'a pas servi les Congolais. Les diamants de Mbujimaï servent Anvers. Si aujourd'hui on ferme nous n'avons pas à perdre avec la Belgique. C'est la Belgique qui a à perdre contre. Voilà, donc nous devons nous relever, montrer. J'ai dit au chef de l'État, bravo ce voyage qu'il fait. C'est vrai, ça coûte beaucoup de l'argent au trésor public puisqu'il y a des priorités, mais c'est aussi important dans le sens d'appeler les investisseurs au Congo, de le mettre dans un bon climat des affaires, puisque nous entendons toujours les gens ici, Kabila n'a pas donné le travail. Non, ce n'est pas Kabila qui a donné le travail. C'est justement votre comportement qui a fait ce que vous soyez dans la rue, qui n'a pas mis les autres en confiance.
qui ont fait ce pays-là n'est pas encore sur une bonne orbite. Puisque tout le temps, il n'y a que des tintamarres. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont favorisé un climat délétère qui n'a pas fait en sorte que les investisseurs viennent. Puisque le matin, on se réveille, on insulte tel, le soir, on se réveille, on brûle les pneus. L'image que vous faites voir à l'extérieur, c'est cette image qui a impacté en sorte que les investisseurs ne viennent pas au pays. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « l'argent n'aime pas le bruit ». Vrai ou faux? Alors qu'il y avait du bruit au Congo. Monsieur Benchana, êtes-vous du même avis que la Belgique nous doit tout et nous ne lui devons rien? Et que ça ne sert à rien, tous ces appels de fonds que le président Félix Tshisekedi fait. Avant d'y arriver, je veux demander à mon aîné Romain de pouvoir avoir un peu d'égard envers la personne du docteur Denis Mukwege. Il parle quand même d'un prix Nobel. C'est un prix Nobel. Sous d'autres cieux, c'est quelqu'un qu'on devait enseigner même à l'école. Bon, je n'ai pas décelé de l'impolitesse, il a plutôt dit qu'il ne faudrait pas... J'y vais. Oui. Il a reçu ses prix Nobel, pas parce qu'il a traité le paludisme. C'est pas parce qu'il a traité la rougeole ou quoi. C'est parce qu'il était en train de réparer des femmes. Les mamans, nos mamans et nos sœurs. Mais comment nos mamans se sont retrouvées violées? Ce n'est pas les Occidentaux qui sont venus violer. Non, n'entre pas sur ces chapitres. Il y a eu... La guerre, là, c'est l'Occident qui l'a provoquée. Voilà. S'il vous plaît. C'est l'Occident qui l'a provoquée. Je ne la guerre à l'Est. Je ne maîtrise pas le sujet, Je donc on ne peut pas... J'ai pas vu des militaires belges venir à l'Est, commencer à violer nos mamans et nos sœurs. Et quand le monsieur, le docteur Denis Mukwege, qui n'était pas en train de soigner le paludisme, qui réparait les femmes, dit que c'est parce qu'il y a une politique faible, parce qu'on a un mauvais leadership politique dans ces pays, que les mamans continuent à être déshumanisées comme ça. Vous vous dites que c'est de la récupération politique. Mais non, on est où là? Ce n'est pas le fait que quelqu'un dise qu'on a un leadership politique faible du pays qui fait de lui un opposant et qui endosse la casquette d'un homme politique et qui veut faire de la politique active. Non. Il en a fait. Non, je ne l'ai pas vu candidat. Je ne l'ai pas vu candidat. Candidat président de la République. Si à être proposé. Mais oui, il avait déjà... Est-ce qu'il a dit... Non, vous, en tant que journaliste d'investigation, vous l'avez interviewé et il vous a dit qu'il avait des ambitions. Ses propos. Oh là. Si je prends l'analyse du contenu... Il paraît que c'est moi qui ai la parole. Ok, je vous complète. Donc, c'est pour dire que nous devons décorer ces dignes fils-là. Il mérite une place de choix. Parce qu'il s'est distingué quand tout le monde était dans la vision de faire du Djalelo. Alors qu'il y avait des gens... Jean-Jacques Mouyembe qui met fin à l'épidémie. Ce sont des dignes fils du pays qui doivent être reconnus. Il ne s'est pas lancé dans la politique. Mukwege ne s'est jamais lancé dans la politique. Non. Ok? Voilà. Mukwege a compris que le travail qui lui est arrivé, c'est ce n'était que la conséquence d'un manque de leadership politique poignant au niveau du sommet de l'État. Et on devait corriger à partir de là. Aujourd'hui, si nous avons un leadership poignant, si nous avons un leadership assumé au sommet de l'État... Qu'est-ce que vous appelez leadership poignant? J'aimerais caricaturer... C'est le Congo que Mobutu caricaturer cela. C'est le Congo que Mobutu a vendu. Un Congo qui passe à la tribune des Nations Unies, les gens ont peur. Un Congo, quand il tousse, les pays limitrophes tremblent. Non, il avait la casquette de la gendarme de l'Afrique. Sur le plan géopolitique, cette casquette s'est déplacée de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Est. C'est toute la conséquence de la guerre. Si vous ne connaissez pas ce chapitre-là, n'entrez pas. C'est-à-dire ce sont des pôles politiques. Changer à partir de l'extérieur. Non, il ne faut pas, aller dans... Quand je suis en train de dire ça, ça veut dire que si aujourd'hui, Pius pense que les Congolais sont des marionnettes, qu'il y a des gens derrière les rideaux
qui essayent de tirer. Mais il y a des tireurs de ficelles. Moi, je pense à un Congo responsable, le Congo de Lumumba, où on sait s'assumer. Oui, et à un certain moment, Mobutu s'est assumé et nous avons été respectés dans ces pays. Même pour que ces tireurs de ficelles-là mettent la confiance sur vous, il faut qu'ils sentent en vous un leadership qui peut les aider à travailler dans le sens qu'eux veulent. Ok? Alors, pour revenir au docteur Denis Mukwege, j'ai dit ici que il doit être décoré. Mais il faut penser aussi à la réparation. Donc, vous pensez comme l'ambassadeur. Effectivement. Et il faut démontrer au régime Kabila qu'on a passé le temps à négliger les valeurs. Okay. Dans ce pays, on a commencé à négliger les valeurs. Il faut voir comment on était en train d'encenser les vices et mettant de côté les vertus. Mais il y a aussi un pan qu'on doit lever. C'est les réparations ou la réparation. La réparation n'est pas seulement matérielle. La réparation, elle est aussi psychologique. Ces mamans-là, on continue à voir leur bourreau. Il faut qu'il y ait justice à ce niveau-là. Et quand on refuse de fouiner le passé, ce sont ces victimes-là qui resteront comme ça toute leur vie en train de ressasser des choses qui ne les mettront pas à l'aise psychologiquement. Donc, le travail qu'a abattu le docteur Denis Mukwege, c'est un travail que tout le Congolais digne de ce nom devait louer. Et il faut qu'il y ait une réparation maintenant des victimes. Voilà, monsieur Évariste Kalala, ce fonds sera lancé d'ici le 30 octobre prochain. Donc, quels sont les moyens concrets en possession de la RDC pour y participer? Merci, mais vous devez comprendre qu'on peut lancer le fonds le 30, mais ça ne veut pas dire que tous les capitaux doivent être alloués ce même 30-là. Donc c'est un processus, et je crois que la RDC, comme je vous l'ai dit, a beaucoup d'opportunités qu'elle peut exploiter. Hein, je crois que ça dit tout. Et j'aimerais rappeler que le changement, c'est un processus. Le point commun entre les co-débatteurs que j'ai aujourd'hui, je sens en eux, à part les divergences d'opinion, on sent une soif de changement. Et ils doivent comprendre que le changement, c'est un processus. D'où nous venons? C'est la grande question. Nous venons d'une époque, du Zaïre. Je ne vais pas parler de Kasavubu, Lumumba et consorts pour ne pas faire un cours d'histoire politique ici. Nous venons du Zaïre où M. Mobutu avait instauré une des dictatures les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Et un des éléments qui détermine même le caractère de cette dictature-là, c'est qu'il avait décidé que l'enfant même qui allait naître dans le sein de sa mère était déjà membre du MPR. Donc vous comprenez qu'on n'avait pas le choix. Et à part ça, il régnait en maître sans tenir compte de la Constitution et des textes qui devaient encadrer l'exercice du pouvoir politique. Mais il y a eu des hommes. Et les générations futures que nous sommes, et les générations à venir qui vont nous succéder, doivent savoir qu'il y a eu des hommes qui ont eu le courage de dire non. Ça paraissait impossible. Et à l'époque, nous pensions que nos parents étaient en train de se lancer dans une guerre sans fin. Mais on a senti que il y a eu l'abolition de l'abacos, il y a eu la libéralisation politique, donc il y a eu plusieurs partis politiques. Et aujourd'hui, nous avons un cycle électoral tous les 5 ans. C'est un combat, c'est une suite. Et ils doivent comprendre aujourd'hui que le changement, on ne claque pas on ne claque pas des doigts pour avoir le changement. Il faut être de manière permanente dans le combat pour le changement. Il faut aimer le Congo. Mais c'est pratiquement impossible d'aimer le Congo quand on ne le connaît pas. Parce qu'on ne peut pas aimer une chose qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que je rappelle à mes deux co-débatteurs que c'est très bien. Moi, je perçois en eux cette soif de changement. Mais à ça, il faut rajouter d'autres éléments. Il faut rajouter des recherches pour mieux connaître le Congo. Et ça va leur permettre d'avoir un degré suffisant d'amour de la patrie. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas déjà. Voilà. Mais c'est une indication. Et je veux dire que
Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'est pas un magicien. Si on ne l'accompagne pas, il ne pourra faire que ce qu'il peut faire. Plus nous allons mettre en commun nos énergies, mieux ça sera. Et aujourd'hui, je veux relever aussi, quand les amis disent que c'est Kabila qui est au pouvoir, c'est Kabila qui fait tout, mais si un certain Chérubin Okende, sous Kabila, a su faire des exploits au FPI et à la RVA, ça veut dire que Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui président même de M. Kabila, peut faire des exploits. Ça veut dire qu'on arrête de le peindre en noir. Ça veut dire, ceux qui yo okokaki, kopé ça par résultat, Yamalam ou pendant Kozala qui sous les ordres de Kabila, boni ndeko Félix Tshisekedi azam konza Kabila. Il va donner, moi je le connais personnellement, ce n'est pas la chance que tout le monde a, il est exceptionnel. Et je ne le flatte pas, il m'arrive rarement de parler de moi et des autres. C'est quelqu'un d'exceptionnel et je crois que les acteurs politiques de l'extérieur, beaucoup plus le savent. C'est quelqu'un qui va faire mieux que tous les chefs d'État qu'on a eu jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc, Monsieur Pius, le président Tshisekedi et le docteur Mukwege ont, lors de leur entretien, évoqué la sous-représentation de la femme dans les institutions de la République. Donc, à qui incombe sincèrement ce constat malheureux? Non, vous savez, madame, le malheur des Congolais, c'est de penser que tout ce qui est écrit dans la Constitution doit s'appliquer. Non, la Constitution s'applique dans l'évolution et dans le temps. N'est-ce pas? Il y a par exemple, je prends l'article qui consacra la République démocratique du Congo en 26 provinces. Nous étions de 11 à 26. Donc il a fallu 3 ans. C'est un processus qui arrive. Comme il a dit, même le changement de mentalité, c'est un processus. Attends, nous avons commencé avec 0 femme dans le gouvernement Tshisekedi. 0 femme. Dans le gouvernement Mobutu, il n'y en avait pas plus de 10. Les noms sont connus. Les Zouzou Mbombo, les Mayou Makala, ceux qui font Yenga, les noms sont connus. Dans le gouvernement Kabila, il y a eu évolution. Dans le gouvernement Tshisekedi, il y a eu évolution. C'est-à-dire, l'idéal, c'est d'atteindre le 50% dont on parle. Mais les 50% qu'on doit parler, on ne peut pas les ramasser n'importe quelle femme que tu dois être dans le gouvernement puisque tu es de sexe féminin. Il faut avoir les potentialités, les capacités de ce que tu dois offrir. Et vous oubliez qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vendent que leur jupe dans le bureau. Il y a des femmes qui excellent. Non, il y a des femmes qui excellent, qui excellent dans la vente de la jupe. Il y a des femmes qui excellent dans la vente de la jupe. Il y a des femmes qui excellent, qui sont potentiellement intelligentes. J'en connais, par exemple, dans le monde de la presse. Vous avez les Laurette Mandala, vous avez les Gino Rema, vous avez les Tina Salama qui est porte-parole adjointe du chef de l'État, vous avez Mimi Ngumba, vous avez Feza Mika. Ça chagrine que vous ne me citez pas quand même. Bon, ok, ça va. Vous voyez, il y a des femmes qui excellent. C'est un processus. Là où je ne suis pas d'accord avec les amis, c'est que qu'on cesse un peu cette politique d'incenser les choses pendant que la nourriture n'est pas encore cuite. C'est un souhait de tout le monde pour que nous puissions manger. Mais pour que la nourriture cuise, il faut qu'il y ait de braise, l'huile, le sel, l'eau, tout ça, les ingrédients font ce que je vous ai dit ici. Même la décoration de Mukwege lorsqu'il parle. Mon frère, je vous ai donné un exemple. La politique, c'est un monde où il n'y a pas éthique, il n'y a pas la morale. Voilà, nous devons maintenant faire la politique avec éthique. Voilà. Non, écoutez. Nous devons l'imposer. Écoutez, vous ne pouvez pas l'imposer. Est-ce que je peux vous faire revenir, on va dire, le jour suivant pour parler de ça? Je reviens sur ça, c'est qu'il parle de docteur Mukwege. Non, parce que la technique me fait signe, nous sommes déjà vraiment à la fin de notre temps. J'aurais aimé que vous concluiez par tous les trois, par votre avis sur ce dicton qui dit que le bourreau de la femme, c'est la femme.
Monsieur Benchanal. Oui, c'est vraiment réel. Basi Tolingana raté, dans les bureaux, partout. En fait, c'est pas un problème de Kolingana. Hein? Le Pius Romain vient de le dire tout à l'heure. Il faut se démarquer. Il faut travailler. Il faut que les femmes aient des ambitions. Ça fait longtemps que j'ai commencé à suivre votre plateau ici. Rares sont les invités féminins. Voilà. Est-ce que c'est vous qui refusez de les inviter ou elles-mêmes je suis vraiment ouverte à tout. Vous voyez maintenant le problème. Voilà. Donc, il faut que la femme ait des ambitions, rentre dans la danse et travaille dignement. Le problème, c'est que le régime passé, le régime que soutient mon aîné Pius, le régime de Kabila, a effrité la culture de l'excellence. Voilà pourquoi aujourd'hui, il se rabat même pour dire que la politique que nous faisons n'a pas d'éthique. Voilà, quand on dit qu'on doit imposer l'éthique, il s'est dit que c'est une fatalité. Monsieur Évariste Kalala, êtes-vous, vous êtes d'avis que cette sous-représentation de la femme justement dans les institutions de la République, c'est dû au fait que ces femmes-là ne savent pas se démarquer? Non, pas nécessairement. Je ne suis pas d'accord avec eux. D'abord, je précise que la femme, c'est le vecteur par excellence du développement d'une société. C'est par la femme que nous sommes tous passés. Il faut... Il y a un terme qu'on utilise. Oui, mais dans la gestion de la République, est-ce que la femme... Je veux en venir à quelque chose. Nous sommes une espèce de société macho. Et je crois que ça, nous avons aussi un rôle à jouer, nous les hommes. La femme, il faut la chérir, il faut arrêter de la chosifier, de la prendre comme, par exemple, un objet de satisfaction sexuelle. Donc, je pense que la chance de développer le Congo passera par la femme. Et il faut la chérir, il faut vraiment que nous soyons conscients et que nous l'aidions à émerger dans ce sens-là. Alors, Monsieur Pius, ça c'est le dernier mot et je vais conclure l'émission. Vous pensez que le fait de chérir justement cette femme-là, lui dire qu'elle est le vecteur de l'humanité, c'est par elle que tout se fait, cela ne l'endort pas quelque peu et se dire juste que je suis une femme, donc le fait que je sois une femme, je peux, disons, être à la tête des institutions de la République, mais ce n'est pas plutôt par méritocratie. Mon frère Évariste, on n'a pas chosifié la femme. Il est vrai que nous tous, nous sommes sortis de la femme. Il y a deux catégories de femmes, et c'est une réalité. Les femmes qui excellent sont moins nombreuses que les femmes qui n'excellent pas. Et lorsqu'elles font la plaidoirie de l'article 14, je pense, de la Constitution, c'est par la méritocratie. Même nous les hommes, il y a des hommes qui n'excellent pas. Mais justement, il faut les aider à s'émanciper. Mais les aider à s'émanciper, il faut qu'elles-mêmes d'abord comprennent qu'elle n'est pas un objet de satisfaction. Puisqu'il y a des femmes qui, justement, pour avoir de l'emploi, elles doivent vendre les corps. Pour avoir les Il paraît qu'il y a des hommes aussi qui le font maintenant. Mais oui, mais justement, ce sont des choses à bannir. D'ailleurs, la Bible le dit. C'est une aide semblable. On ne la chosifie pas. Oui. Ce n'est pas que c'est un cadeau qu'on doit lui donner, même à nous les hommes. Ce n'est pas que si je n'ai pas étudié... Donc c'est par méritocratie. C'est par méritocratie. Elles doivent comprendre. La question qu'elle a posée, de dire que les femmes se détruisent elles-mêmes, elles sont bourreaux d'elles-mêmes. Ou effectivement, puisque je fais cette petite démarcation. Je me dis, Évariste aujourd'hui est nommé ministre. N'est-ce pas? Moi, je me dis, Pius, c'est mon frère Évariste qui est nommé ministre. Par lui, je peux avoir gain de cause. Mais regardez lorsqu'on nomme une femme ministre. La première des choses, ce sont les femmes qui vont la critiquer. D'ailleurs, elle a eu ces postes-là puisqu'elle a fait ceci. Est-ce que ça, ce sont les hommes qui les mettent ça dans la bouche? Elles doivent prendre conscience de ce qu'elles sont. Mon frère, je ne dis pas qu'on ne va pas exceller les valeurs. Le Congo, c'est un Congo là, vous revenez sur les questions alors que vous avez déjà répondu à la question. Arrêtons de nous plaindre. Voilà. Arrêtons de nous plaindre. De prendre le papier et le décerner aux gens. Travaillons. C'est par le travail que nous allons mériter ce que nous voulons. C'est par le travail que nous allons faire sortir le Congo de ces trous. Ce n'est pas par le plainte, c'est par la contribution de chacun des Amen. Cette émission est finie. Donne à ce gouvernement, même s'il n'est pas le sien, voilà. C'est pour que le Congo bénéficie. Voilà, cette émission est finie. Voilà, c'était vraiment un débat houleux et nous n'avons même pas pu parler du troisième thème
qui était le discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant les Nations Unies. Mais je pense que Christopher Konde va revenir demain là-dessus, puisque c'est lui qui va animer le numéro qui va venir demain. Voilà, cette émission est finie. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé. C'est une joie pour moi et une joie pour le public parce que vous l'avez éclairé. On se revoit prochainement. Au revoir. Merci de l'invitation. Merci, madame. Merci. Voilà. Merci.